Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par quelques éléments d'information importants. Tout d'abord, une première chose importante, c'est que toutes les séances de ce cours, comme d'ailleurs pour mes autres cours, sont enregistrées et mises en ligne sur mon site personnel, dont vous avez l'adresse ici, philippemoneret.jimdo.com. Alors quand vous allez sur ce site, vous avez un onglet cours et séminaires. Une fois que vous avez cliqué sur cet onglet cours et séminaires, vous arrivez sur une page dans laquelle il y a la liste des cours que je donne cette année. Et ici, vous avez le cours du master LFA, linguistique. Et vous avez ici un lien pour accéder au cours. Et quand vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur cette page où vous avez la liste de toutes les séances. Et puis, vous retrouvez pour chaque séance le PowerPoint de la séance et l'enregistrement, puisque je m'enregistre avec un petit micro cravate et donc je mets ensuite tout ça en ligne. Donc, si pour une raison quelconque, un jour vous ne pouvez pas venir, vous pouvez toujours récupérer le cours en allant sur le site. Donc, ça présente également l'intérêt que vous n'avez pas à noter forcément tout en détail, vous récupérez le PowerPoint de toute façon, mais je le donne uniquement après le cours parce que il y a des choses que je modifie par rapport à ce que j'avais prévu, je ne sais jamais combien de diapositives on va passer pendant le cours, donc je ne peux pas vous le donner avant le cours, ce qui parfois certaines étudiantes me l'ont demandé, mais c'est pas commode du tout, donc on fait comme ça, vous récupérez le PowerPoint après le cours. Alors, un petit mot de l'objectif de ce cours. Il est présenté de cette façon-là dans la plaquette du master. L'objectif, c'est montrer comment exploiter une connaissance des structures linguistiques du français contemporain pour l'apprentissage de la grammaire. Alors, évidemment, cela présuppose que, d'abord, pour l'apprentissage du français, puisque vous, en principe, vous êtes tous et toutes plus ou moins destinés à un moment ou à un autre à enseigner le français à l'étranger ou en France dans des situations particulières. Donc cela présuppose que l'apprentissage de la grammaire est utile pour l'apprentissage du français en général. Ce qui n'est pas si évident que cela. Et puis, par ailleurs, si on admet cette idée que l'apprentissage de la grammaire est utile pour l'enseignement du français en général, eh bien, il va de soi que la compétence qu'un enseignant peut avoir pour enseigner la grammaire repose sur ses connaissances linguistiques. On ne peut pas enseigner correctement la grammaire du français si on ne dispose pas de connaissances linguistiques suffisantes. Je ne parle pas de connaissances linguistiques forcément très techniques, etc., mais surtout de connaissances, et ce sera cela finalement l'objectif principal de ce cours, d'une connaissance d'ensemble. C'est-à-dire ce qui manque le plus souvent, en général, aux professeurs, qu'il s'agisse d'ailleurs des professeurs qui enseignent le français dans les écoles primaires ou des professeurs de lettres qui enseignent le français dans les collèges ou les lycées ou des professeurs de français langue étrangère, ce qui leur manque le plus souvent, c'est une vision d'ensemble du système de la langue française en l'occurrence. Alors, je sais très bien que dans l'histoire des méthodes d'enseignement, on ne fera pas de didactique dans ce cours, mais je vais en parler un tout petit peu quand même. Dans l'histoire des méthodes de l'enseignement du français langue étrangère, il y a quand même eu une période dans laquelle on est peut-être encore un petit peu, où on a considéré que de toute façon, l'apprentissage explicite de la grammaire était totalement inutile pour faire progresser les élèves dans une langue. Alors ça, c'est une idée sur laquelle on commence à revenir peu à peu, et c'est dans ce courant-là que je m'insère, c'est-à-dire dans un courant
dans lequel on considère, au contraire, que pour des raisons cognitives, l'apprentissage explicite de la grammaire a un impact sur les compétences générales en langue, à l'écrit, à l'oral, en compréhension, en production. Alors, évidemment, c'est une sorte de pari, tout de même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aussi étrange que cela puisse paraître, on ne dispose pour l'instant d'aucune preuve scientifique permettant de dire que l'apprentissage explicite de la grammaire a un impact positif ou nul sur les compétences générales en langue, qu'il s'agisse de français langue étrangère ou de français langue maternelle. Alors évidemment, cela s'explique, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il est vrai que c'est assez difficile à... Comment on peut faire pour savoir si, en effet, l'apprentissage explicite de la grammaire est utile ou inutile? Eh bien, en réalité, le seul moyen, disons, un petit peu fiable, serait de disposer de groupes, d'évaluer les niveaux des deux groupes d'élèves au départ, à un moment donné, de faire en sorte qu'ils soient à peu près homogènes, de prendre un groupe avec lequel on fait effectivement un apprentissage explicite de la grammaire, de prendre l'autre groupe avec lequel on ne va pas faire de grammaire du tout, mais faire autre chose, une autre forme d'apprentissage de la langue. Et puis, à la fin, au bout d'un an, par exemple, ou de 2 ans, bien, on reteste les élèves qu'on avait testés au départ et on voit comment ils ont progressé. D'accord ? Alors, évidemment, ça paraît simple comme ça, mis sur le papier. Mais pourquoi est-ce que ce type d'expérimentation, qui commence à être en cours dans certaines thèses de doctorat, etc., mais ça reste pour l'instant très anecdotique, pourquoi on a du mal à élaborer ce genre de protocole? Bon, d'abord parce que c'est compliqué d'avoir des classes, de disposer de classes, et surtout parce que d'un point de vue déontologique, c'est très difficile. Par exemple, je sors du cadre du français langue étrangère, mais dans les classes en France, les classes primaires ou au collège, c'est très difficile de dire, je vais prendre des élèves et je ne vais pas du tout leur apprendre la grammaire pendant 2 ans, parce que, ça fait partie des programmes, etc. Donc, ça supposerait que le ministère accepte des expérimentations, etc. Donc, c'est quand même pas si évident. Mais on pourrait l'imaginer. Bien. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas de preuves. Donc, c'est une sorte de pari. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer, ça va être un peu l'objet de ce premier cours, à titre, disons, introductif. Aujourd'hui, en France, depuis le changement de gouvernement avec le nouveau ministre, etc., il y a vraiment une volonté de revaloriser l'enseignement explicite de la grammaire, de faire des leçons de grammaire, etc. Chose qui avait complètement disparu de l'enseignement en France, où on faisait des petites remarques grammaticales à l'occasion de l'étude d'un texte. Là, maintenant, le ministère, en France, préconise de passer un temps sur l'enseignement de la grammaire, un temps dédié, avec une progression autonome de l'enseignement de la grammaire, pour aboutir donc à des connaissances grammaticales, disons, aussi solides que possible. Bon. Donc on est quand même, du point de vue, si vous voulez, de l'évolution des épistémologies sur l'enseignement, on est dans une phase de transition où on commence à repenser à l'enseignement, à cette importance de l'enseignement explicite de la grammaire. C'est pas complètement partagé, beaucoup de didacticiens résistent beaucoup encore à ce type d'approche. Bon, pour l'instant, les seuls, je disais que c'est une sorte de pari, mais quand même, on dispose de quelques indices, et les indices les plus, disons, les plus fiables en fait, viennent de l'orthophonie. On a remarqué que, en fait, pour des enfants qui ont des troubles de l'apprentissage, des dysphasies, des choses comme ça, que font les orthophonistes pour les faire progresser? Ils passent par l'explicitation des structures grammaticales ou des phénomènes grammaticaux, ou des phénomènes linguistiques en général. Mais, si vous voulez, l'idée c'est que, d'un point de vue cognitif, le fait d'atteindre
un niveau de réflexion métalinguistique permet ensuite d'avoir une attitude à l'égard de la langue qui est modifiée et qui est plus propice aux autres apprentissages. Ça n'est pas qu'il faille apprendre la grammaire juste pour savoir la grammaire. Bien sûr, c'est important d'avoir cet apprentissage d'une manière autonome. Mais l'objectif est une attitude globale à l'égard de la langue qui va être modifiée par cet apprentissage explicite. Et d'ailleurs, on sait que d'un point de vue sociologique, les enfants qui ont le plus de difficultés avec cette attitude métalinguistique, c'est-à-dire d'avoir une réflexion sur leur propre langue, disons, dans les milieux les plus défavorisés sociologiquement, etc., les enfants qui proviennent de ces milieux ont beaucoup plus de difficultés que les autres à avoir cette attitude. Donc si on considère, disons, les apprentissages, l'école, etc., si on considère qu'il faut essayer de compenser un peu les inégalités sociales par l'apprentissage, eh bien c'est un aspect extrêmement important de l'apprentissage de la langue en général. Bon. Alors, donc l'idée principale, si vous voulez, c'est que c'est d'une part de constater quand même l'échec assez cuisant de l'état actuel de l'enseignement de la grammaire, c'est-à-dire que bon, dans le cas du français langue étrangère, c'est très variable, mais on le voit bien dans le cas des professeurs de français ou des professeurs des écoles en France. Il y a un apprentissage de la grammaire que les professeurs ont eu depuis l'école primaire, au collège, bon, pas au lycée, mais maintenant, à nouveau, il y a de la grammaire au lycée et puis au baccalauréat. Ils arrivent à l'université et on trouve encore, même parmi les étudiants de lettres, des étudiants qui n'ont pas du tout les connaissances de base totalement élémentaires en grammaire, alors qu'ils en font depuis l'école primaire. C'est à peu près comme si vous imaginiez qu'en mathématiques, si on veut faire un parallèle approximatif, un étudiant en mathématiques en première année de maths ne sait pas combien font 3 fois 4. Quoi. Mais comme c'est de la langue, comme tout le monde, si on sait parler à peu près sa langue maternelle ou alors sait parler un peu une langue étrangère, on ne s'interroge pas sur le fait que ça ait de l'importance ou que tout ce temps passé à l'enseignement de la grammaire soit complètement perdu et n'ait rien laissé dans l'esprit des gens. C'est très curieux. C'est très curieux de voir à quel point ces centaines d'heures d'enseignement de la grammaire ne laissent chez les jeunes gens qui ont une vingtaine d'années aucune trace. Bon. Ils apprennent dès le CE1, CE2 à savoir ce que c'est qu'un complément d'objet direct, un sujet. Bon. Et vous demandez à des gens de 20 ans, prenez une phrase au hasard, vous leur demandez quel est le sujet, quel est le complément d'objet direct, ils ne peuvent pas. Ils ont eu, je sais pas, 10 années d'apprentissage de la grammaire. Il n'en reste rien la plupart du temps. Bon. Donc il y a quand même un véritable problème. Alors, aujourd'hui, pour cette première séance, je vais partir donc plutôt pour vous expliquer, si vous voulez, les enjeux principaux de l'enseignement de la grammaire. Je vais partir justement de ce qu'il y a de nouveau en France depuis l'année dernière. Oui, c'était en 2018. On va le revoir là que les nouveaux programmes ont été publiés par le ministère. C'est quand même important que vous ayez une idée quand même du programme de l'enseignement de grammaire qui est, disons, développé en France. Et puis, à partir de là, on verra ce que ça signifie d'enseigner la grammaire, et on verra peu à peu qu'au fond, la question sous-jacente d'un point de vue cognitif qui est essentielle, eh bien, c'est la question de la catégorisation. Bon. Mais avant de faire cela, je vais vous proposer de faire
un petit test de début de cours qui va me permettre de voir un petit peu où vous en êtes vous-même hein, en termes de connaissances grammaticales, parce que vous venez d'horizons souvent très différents. Parfois vous avez fait de la grammaire, parfois pas du tout. Donc je vais vous proposer ce petit test qui évidemment n'est pas du tout noté, qui sert simplement pour moi, qui me sert à mesurer l'homogénéité ou l'hétérogénéité du groupe. Donc on va le faire à partir d'un texte, un extrait de Balzac, des Illusions perdues. Et dans le texte, vous avez un certain nombre d'éléments soulignés, et je vais vous demander simplement d'analyser les segments soulignés, ce qui signifie, pour l'instant, simplement dire ce que vous pouvez dire sur ces éléments soulignés. Je ne vous donne volontairement aucune indication. Ce qui m'intéresse, c'est si on vous dit analysez ce mot, ce groupe de mots, etc., qu'est-ce que vous avez à dire? Voilà. Si vous ne savez pas, vous passez la question, vous laissez en blanc, ça n'a aucune importance, je ne vais pas vous mettre de notes de toute façon. Et puis, tout à l'heure, on fera une pause, au bout d'une heure, enfin, je fais toujours une petite pause pour que vous restiez un peu frais dans votre esprit. Je vais être obligé de fermer la fenêtre là, hein, parce que... Ah ouais. On ne pourra pas la fermer jusqu'au bout, tant pis, on le fera avec. Alors, je ne sais plus du coup ce que j'étais en train de dire. Bon, peu importe. Oui, si, j'étais en train de dire, je vais faire une pause, donc au moment de la pause, enfin après la pause, on corrigera ce travail. Comme ça, vous pourrez vous noter vous-même, hein, et puis vous verrez où vous en êtes. Voilà. Donc là, évidemment, je vais couper l'enregistrement et on le reprendra après, quand on reprendra le cours. Bien, alors comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons corriger ce petit test après la pause. Et là, je vais commencer, donc comme je l'avais annoncé, merci. Bon, avec le bruit du marteau-piqueur, je ne sais pas si l'enregistrement sera très efficace, mais on va essayer quand même. On va commencer par un aperçu de la grammaire scolaire en France actuellement. Et vous voyez que les derniers programmes qui sont parus, qui sont en fait des réajustements des programmes antérieurs, ce ne sont pas des programmes entièrement nouveaux, ils datent du 26 juillet 2018, donc c'est très récent, ça fait un petit peu plus d'un an. Hein, et c'est cela qu'on va examiner assez rapidement ce matin pour arriver ensuite à la question de comment on s'y prend pour mettre en œuvre ce programme. Alors, vous savez peut-être que les choses sont divisées en cycles en France. Il y a cycle 2, cycle 3. Le cycle 2 va jusqu'à ce qu'on appelle le CE2 et le cycle 3, CM1, CM2, 6e. Donc, ça divise, si vous voulez, l'école primaire en deux parties, enfin l'école élémentaire en deux parties. Alors voici comment sont énumérées les différentes rubriques qui concernent la grammaire, sous l'intitulé « Se repérer dans la phrase simple ». Alors, vous voyez, identifier la phrase, distinguer les principaux constituants et les hiérarchiser, reconnaître les principaux constituants de la phrase, le sujet, le verbe, les compléments, différencier les principales classes de mots, le nom, l'article défini et indéfini, l'adjectif, le verbe, le pronom personnel sujet, les mots invariables, reconnaître le groupe nominal, ensuite reconnaître les trois types de phrases, déclarative, interrogative, impérative. Ça, c'est une petite modification. À un moment donné, dans l'histoire d'enseignement, on incluait l'exclamation, la phrase de type exclamative. Elle est maintenant considérée comme une forme de phrase. Donc il y a les formes négatives, exclamatives, et puis les transformations, c'est-à-dire le fait de transformer une phrase positive en phrase négative, etc. Utiliser la ponctuation, les signes du discours apportés, c'est-à-dire les guillemets, et puis être capable de mobiliser ce qu'on appelle ici les mots de la grammaire pour résoudre des problèmes d'orthographe. Alors, cette énumération pose un certain nombre de problèmes.
Par exemple, bon, le verbe connaissance des propriétés, quelles propriétés, hein, les programmes ne l'indiquent pas, et le problème c'est que c'est très vaste, hein, les propriétés du verbe. Les compléments, ça c'est très embarrassant parce que, au fond, d'un point de vue linguistique, les compléments en général, ça n'a pas de sens, hein. Il y a une différence très importante entre les compléments du verbe d'un côté et les compléments de phrase de l'autre. Donc regrouper tout cela sous la rubrique complément, ça n'est pas une bonne présentation des phénomènes. Les mots invariables, alors ça c'est typiquement le genre de catégorie qui n'a aucune réalité linguistique, hein. Les mots invariables, c'est simplement une propriété orthographique de certains mots. Mais si vous voulez, les mots invariables, ils ne forment pas une catégorie grammaticale homogène. On trouve tout et son contraire dans les mots invariables, hein. Il y a des adverbes, mais dans les mots grammaticaux, certains sont variables, d'autres ne sont pas variables, hein. Je ne sais pas, la conjonction que, par exemple, est invariable, mais le pronom relatif, il varie. Qui, que, quoi. Bon. Donc, si vous voulez, le mot invariable, c'est une dénomination, dont on a l'impression qu'elle est pratique, mais en réalité, elle n'a qu'une utilité secondaire de type orthographique, purement orthographique, hein. Mais du point de vue grammatical ou linguistique, c'est une notion vide de sens, hein. Bon, alors, ensuite, vous avez une rubrique sur l'orthographe grammaticale, dans laquelle on vous indique qu'il faut enseigner le fonctionnement du groupe nominal dans la phrase. Bon, là aussi, on ne sait pas bien de quoi il s'agit, mais on imagine que ce sont les phénomènes d'accord dans le groupe nominal. Trouver l'infinitif d'un verbe conjugué, là, j'ai mis des points d'interrogation parce que la notion de verbe conjugué, là aussi, pose un vrai problème linguistique. Qu'est-ce que ça veut dire un verbe conjugué ? Traditionnellement, ce qu'on entend par verbe conjugué, c'est par opposition aux verbes non conjugués, et les verbes non conjugués sont les verbes à l'infinitif en général. Mais, en fait, d'un point de vue strictement linguistique, l'infinitif, c'est une des formes du verbe. Ça fait partie de la conjugaison du verbe, l'infinitif. Alors, est-ce qu'on va dire que le participe présent, par exemple, c'est une forme non conjuguée ? Ça a le même statut que l'infinitif, si on veut dire ça comme ça. Il ne varie pas le participe présent. S'il varie, c'est plus un participe présent, c'est un adjectif verbal. Mais donc c'est aussi une forme invariable et c'est un peu ce que vise l'idée de l'opposition entre verbe conjugué et verbe non conjugué. Donc la notion de verbe conjugué, vous voyez, c'est ce genre de chose qui fait partie des habitudes dans l'enseignement de la grammaire. C'est une notion à éviter, disons, parce qu'elle introduit une confusion sur le sens de la notion même de conjugaison. L'infinitif, c'est une des formes de la conjugaison du verbe, comme une forme d'imparfait, de participe présent, etc. En revanche, ce qui caractérise les formes du type infinitif, participe passé, participe présent, c'est que ce sont des formes, disons, non personnelles du verbe. Il n'y a pas de personne, il n'y a pas de conjugaison avec une personne. Donc il est préférable de parler de formes non personnelles plutôt que de verbes, ou de verbes non personnels plutôt que de verbes conjugués, hein, ou non conjugués. Bien, donc dans cette partie orthographe grammaticale, vous voyez qu'est inclus sont inclus les questions de morphologie verbale, c'est-à-dire voilà, savoir conjuguer les temps présent, imparfait, futur. Alors, est-ce que c'est de l'orthographe, ça, savoir conjuguer les temps? Pas vraiment. C'est de la morphologie. Bon. Donc, là aussi, il y a un peu de confusion dans cette présentation. Alors, quand on passe au cycle 3, vous voyez que dans cet extrait-là, on trouve très explicitement l'idée qu'on veut une étude de la langue, explicite, réflexive. Il faut assurer des savoirs solides en grammaire autour de notions centrales et l'objectif c'est de mettre en évidence les régularités et de commencer à comprendre le système de la langue. Alors ça on y reviendra tout à l'heure sur la notion de système de la langue. Qu'est-ce qu'on entend exactement par là? Il faudrait préciser, hein,
Parce qu'en réalité, le système de la langue, il est quand même extrêmement compliqué. Je veux dire qu'il y a toutes sortes de questions sur lesquelles des linguistes, professionnels, etc., n'ont pas vraiment de réponse pour expliquer le système de la langue. Donc, en fait, ce que produit, ce à quoi s'intéresse l'apprentissage grammatical, c'est une toute petite partie du système de la langue qu'on va décrire dans la grammaire scolaire ou dans l'enseignement du français langue étrangère. C'est une petite partie de la grammaire, mais pas n'importe laquelle. Et c'est ça qu'il faut aussi apprendre à trier. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est secondaire. Vous aviez une question ? Le système de la langue, c'est-à-dire le fonctionnement interne et externe de la langue. Alors, le système de la langue, je vais en parler tout à l'heure en détail, mais grosso modo, c'est comment s'organisent les différentes parties du discours et comment ils forment un tout cohérent avec des choses qui sont incluses dans d'autres, etc. C'est un système, c'est-à-dire une organisation. Il y a une organisation claire, rigoureuse, qui ne dépend pas de l'opinion de tel ou tel, parce que parfois aussi on entend dire cela, que il y a autant d'analyses grammaticales qu'il y a de grammairiens. Je veux dire, chacun a sa vision, etc. Bon, aujourd'hui, pour ce qui concerne la partie de la grammaire qui s'enseigne à l'école ou dans les classes de FLE, tout le monde est d'accord sur les analyses. Enfin, les linguistes sont à peu près d'accord sur l'essentiel. Donc, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de point de vue des uns ou des autres sur cette question. Et donc, on vous propose aussi d'étudier les différents constituants de la phrase. Alors, à la fin du cycle 3, donc c'est-à-dire en 6e ou à la fin de l'école primaire, on doit être capable de repérer les principaux constituants d'une phrase simple et complexe. Ça veut dire qu'il faut avoir une idée précise de ce que sont ces constituants. Et c'est ça qui pose vraiment problème. Et on va le voir tout à l'heure. Alors, quand on regarde ce qui constitue le programme du cycle 3, donc c'est un peu le même genre d'énumération que dans le cycle 2, mais avec des éléments en plus, vous avez toujours, là vous avez clairement la notion de nature ou de classe grammaticale et de fonction, donc ça c'est vrai que c'est le cœur de la grammaire, la nature des mots, la fonction des mots, ou des groupes de mots, ce qui est très important. Et puis ensuite identifier les constituants d'une phrase simple et les hiérarchiser. Alors ça, c'est bien joli, les hiérarchiser, mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça, c'est une question tout à fait essentielle. On approfondit la connaissance du sujet, on différencie les compléments. Bon, alors, effectivement, là, on voit que sont mis dans le même sac les compléments d'objet direct, indirect et les compléments circonstanciels. Bon, temps, lieu, cause, bon, pourquoi ceci plutôt que d'autres, on peut se demander, mais peut-être qu'on peut dire que c'est une question de fréquence, peu importe. De toute façon, ce qui est important, ça n'est pas de savoir si un complément circonstanciel est de temps, de cause ou je ne sais quoi. Ça, c'est l'analyse sémantique du complément circonstanciel. Ce qui est important, c'est la distinction entre le complément d'objet et le complément circonstanciel pour comprendre la structure de la phrase. Ça, on le verra en détail. Analyser le groupe nominal, le nom, le déterminant, l'adjectif qualificatif, les mots invariables ont déjà été vus au cycle 2. Bon, ça pose le même problème que tout à l'heure sur les mots invariables. Et puis, vous voyez, vous avez une déclinaison de l'ensemble des classes grammaticales, déterminants, pronoms, adverbes, prépositions. Là, une incertitude sur les conjonctions de coordination les plus usuelles, comme et si. Le problème, c'est que si, ça peut être différentes sortes de conjonctions de coordination. Est-ce qu'on parle de l'hypothétique du type si j'étais riche, j'étais content, si j'étais riche, je serais content, ou est-ce qu'on parle par exemple du si du type il est si grand qu'il ne passe pas par la porte, c'est-à-dire dans les structures corrélatives, c'est pas du tout la même chose. Bref, voilà un aperçu général. Là aussi, vous avez une partie sur l'orthographe grammaticale. Et au total, quand vous faites le bilan du programme actuel, vous avez
un ensemble de notions qui normalement devraient être acquises à la fin de l'école primaire, qui sont donc les suivantes. Un ensemble de notions qui tournent autour de la nature des mots ou des groupes de mots, ça c'est très important. Hein. Mais dans le programme, on parle uniquement de groupe nominal et de groupe nominal prépositionnel, mais pas du groupe verbal, etc. Mais bien sûr que cela fait partie aussi du programme. Bon, vous avez les 4 parties du discours lexical, nom, adjectif, verbe, adverbe, et puis ensuite les mots grammaticaux, déterminants, pronoms, prépositions, conjonctions, avec une limitation au pronom personnel, hein, on n'inclut pas le pronom possessif, démonstratif, etc. Ensuite, sur les fonctions, vous avez un certain nombre de fonctions, hein, sujet, COD, COI, complément circonstanciel, attribut du sujet, épithète, complément du nom. Et puis, au niveau de la phrase, vous avez la notion même de phrase, les types de phrases, les formes de phrases, phrase simple, phrase complexe, donc les notions de juxtaposition, coordination, subordination. Donc, si vous faites le total, hein, vous avez en nature de mots, groupe de mots, il y a les 8 parties du discours principal. Donc nom, verbe, adjectif, adverbe, déterminant, pronom, préposition, conjonction. Et à l'intérieur, 3 types de déterminants, enfin 4 types de déterminants. Donc ça fait 12 notions pour les natures de mots. Les fonctions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonctions. Donc on est à 19 notions. Et puis sur la phrase, donc 19, 20, 21, 22, les formes de phrases, 23, 24, phrase simple, phrase complexe, 25, 26, 27, 28, 29. Bon, vous avez 30 concepts, 30 notions, hein, qui représentent, disons, le cœur de l'apprentissage grammatical. Donc, c'est pas beaucoup d'une certaine façon. Hein. 30 notions, vous avez les 5 années de l'école primaire avec un temps dédié à la grammaire pour cela. Enfin, ça à l'école primaire, il y a toujours eu un temps dédié à la grammaire. C'est au collège et au lycée que la chose a disparu. Mais ça fait quand même des dizaines et des dizaines d'heures pour apprendre 30 notions. Donc ça paraît assez curieux qu'on n'arrive pas à faire en sorte que les élèves maîtrisent cette trentaine de notions. Ça paraît abordable. Donc la première chose à avoir à l'esprit, c'est que, pourquoi je vous explique tout ça au niveau de l'école primaire, etc., alors que là vous êtes pour faire du français langue étrangère? C'est parce que c'est à partir de là qu'on peut voir quel est le noyau des notions, les notions de base, les plus élémentaires. Pardon. Ensuite, donc, on pourra apprendre toutes sortes de choses plus raffinées. Mais on ne peut rien apprendre de plus si on ne sait pas déjà ça. C'est ça l'idée. C'est qu'il y a un noyau de base, il faut parfaitement maîtriser ces notions. Simplement, ces notions-là, elles sont données sous une forme d'énumération. Le système, en l'occurrence, on ne le voit pas. Donc moi, ce que je vais essayer de vous enseigner pendant ce semestre, c'est à bien maîtriser ces notions, plus quelques autres, mais surtout celles-ci, et surtout à avoir une vue d'ensemble de comment elles s'emboîtent les unes dans les autres, comment elles sont reliées, et que vous ayez en tête l'ensemble du système grammatical de la langue française à la fin du semestre. Ce qui ensuite vous permettra, par vous-même, de raffiner, si vous avez besoin, l'analyse des déterminants, des tailles ou de je ne sais quoi. Hein. Mais l'idée, c'est qu'il y a un socle de base de connaissances qui est indispensable, et si tous les professeurs, quel que soit le niveau d'enseignement, quel que soit le contexte d'enseignement, disposaient au moins eux-mêmes, je ne parle pas des élèves, je parle des professeurs, d'une connaissance solide, sûre, certaine de ces notions-là, eh bien, les choses iraient beaucoup mieux qu'elles ne vont aujourd'hui. Bon. L'autre problème, mais j'y reviendrai, c'est que ces notions, c'est une sorte de boîte à outils. Oula, est-ce que ça fait du bien quand le marteau-piqueur s'arrête? Là, normalement, c'est l'heure de faire la pause, mais on a presque envie de ne pas la faire, tellement on est content qu'il y ait du silence. Bon, donc, ces notions, c'est une sorte... bon, il ne faut jamais se réjouir trop vite. Ces notions, on peut métaphoriquement considérer que c'est une sorte de boîte à outils. Mais c'est une boîte à outils quand même assez rudimentaire.
Vous avez tous peut-être eu l'occasion de lire un article de linguistique ou d'avoir des cours de linguistique un petit peu approfondis sur telle ou telle notion. Vous savez très bien que les linguistes utilisent toutes sortes de concepts beaucoup plus techniques, plus précis, etc. Donc, il ne faut pas demander à des outils rudimentaires d'être fonctionnels sur des choses extrêmement compliquées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'au niveau de la grammaire dans l'enseignement, ces notions sont applicables sur des types d'énoncés ou des types de phrases très limités. N'importe quelle phrase, même pour ces notions-là, ne peut pas être accessible à l'analyse pour les élèves. Parce qu'il y a toutes sortes de phrases dans lesquelles il y a des complications, dans lesquelles, du coup, ces notions sont beaucoup plus difficiles à identifier. Donc non seulement il faut avoir en tête le cœur des notions grammaticales à enseigner, mais également, ce qui est beaucoup plus difficile, il faut avoir en tête ce que j'appellerais le champ d'applicabilité de ces notions. C'est-à-dire, à quel genre de phrase ces notions-là sont applicables. Et ça varie en fonction du niveau de l'enseignement. Mais on ne peut pas s'amuser à prendre un roman au hasard, prendre une phrase et à dire dis-moi où sont les déterminants et dis-moi quels sont les types de déterminants. Vous allez forcément tomber sur des cas qui sont trop compliqués pour les élèves. Et donc, une des compétences du professeur, c'est d'être capable d'éliminer tout ce qui est compliqué et de ne retenir, pour donner à exercice, que ce qui est faisable à partir des notions enseignées. Mais il y a des tas de choses sur lesquelles, effectivement, même l'analyse linguistique technique professionnelle hésite. C'est sûrement pas des exemples comme ça qu'on va donner aux élèves. Mais la plupart du temps, les professeurs ne sont pas forcément capables de trier ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Donc ça fera aussi partie de ce qu'on essaiera de faire, et puis je vous montrerai quelques exemples de ce qui est souvent fait d'une manière maladroite. Très souvent, vous trouvez dans les livres d'exercices des exercices, enfin des phrases d'exercices qui sont infaisables avec la leçon proposée, parce qu'ils mettent en jeu des notions qui ne peuvent pas être maîtrisées par les élèves. Bien, alors, là il est 9h, on va faire une petite pause, je vais aller photocopier vos petits travaux, puis ensuite on reprendra le cours avec la correction de ce petit test, et puis je prendrai la suite du cours après. Voilà, donc on va essayer d'oublier un peu le marteau-piqueur, mais franchement c'est pas évident quand même. De se concentrer avec ce bruit. Bon, alors, Selvina, pour le premier cas, le plaisir qu'éprouvait Lucien, qu'est-ce que vous avez proposé? Le plaisir qu'éprouvait Lucien. Moi, j'ai mis Lucien, le sujet de la principale. En fait, la question c'était comment analyser, c'est analyser bon pour nous ou analyser. Non, c'est dire. Non, c'était dire. La principale. Sur l'ensemble de ce qui est souligné, qu'est-ce que c'est cette chose? Oui, mais le total. Vous voyez, c'est là où on commence à comprendre ou ne pas comprendre ce que c'est que le système. Le système de la langue, ça suppose d'être capable de dire qu'est-ce que c'est ce bloc qui est souligné. Alors, qui est-ce qui a une réponse? Voilà, c'est une subordonnée. Quel type de subordonnée? Relative. Voilà. Donc, si vous avez mis subordonnée, vous avez un demi-point. Si vous avez mis subordonnée relative, vous avez 1 point. Et si vous avez mis autre chose, vous avez 0 point. Alors, on va continuer avec Mohamed. Donc la deuxième occurrence, c'était ces confusions, là, que lui causait, c'est alors c'était le spectacle à Paris compensa, le plaisir qu'éprouvait Lucien en voyant pour la première fois le spectacle à Paris compensa le déplaisir que lui causaient ces confusions.
sujet. Hein. La bonne réponse, c'est que c'est un groupe nominal, ça c'est la première chose à dire, et sa fonction, c'est sujet de causer. Ces confusions causaient du déplaisir. Donc évidemment, c'est une petite difficulté parce que c'est un sujet inversé. Hein. Donc les deux éléments de réponse étaient de dire groupe nominal, et le deuxième élément, c'est sujet. Donc vous avez un demi-point si vous avez écrit groupe nominal, un demi-point si vous avez écrit sujet, et un point entier si vous avez écrit groupe nominal sujet. Ensuite, Andrea, pour cette soirée. Là, j'ai mis un adjectif démonstratif. Ouais. Tout le monde a indiqué cela? Adjectif démonstratif. Déterminant démonstratif, oui. Alors ça vous pouvez compter juste si vous avez écrit adjectif démonstratif, mais la terminologie contemporaine préconise l'usage de déterminant démonstratif plutôt que d'adjectif démonstratif. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Donc la bonne réponse, c'est déterminant démonstratif. Et là, contrairement au cas précédent, ces confusions où on a indiqué la nature du groupe, c'est-à-dire groupe nominal, et sa fonction sujet, vous remarquerez qu'ici, on ne peut pas parler de la fonction. On parle juste de la nature, on dit juste que c'est un déterminant démonstratif. Et ça vous permet de comprendre que le concept de fonction, la notion de fonction, elle ne s'applique pas à tous les mots, ni à tous les groupes de mots. On pourrait très bien dire que la fonction de ce déterminant démonstratif, c'est d'avoir une fonction déterminative, par exemple. Hein, fonction déterminant du nom, etc. Mais ça répète la nature d'une certaine façon. Oui, alors ça c'est autre chose. Vous avez raison. Mais non, ça ne fait pas partie de la liste des fonctions. Vous avez vu, tout à l'heure on a vu une liste de fonctions. Ça c'est une propriété de ce déterminant démonstratif. Vous avez tout à fait raison, c'est un déterminant démonstratif anaphorique. D'ailleurs, avec une anaphore un peu particulière, mais il n'a pas de fonction. Donc, grosso modo, ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que les mots grammaticaux, comme les déterminants, les prépositions, etc., ont une nature, mais on ne leur donne pas de fonction. Dans la tradition grammaticale. Oui ? Si j'avais par exemple cette soirée-là, ça serait une reprise à la soirée ? Oui, c'est pareil. C'est simplement que vous avez un renforcement du démonstratif avec le mot là. Hein. Voilà, donc la bonne réponse c'était déterminant démonstratif ou adjectif démonstratif, et si vous avez écrit autre chose, vous avez 0 point. Ensuite, on a ces idées, donc une grande quantité de ces idées sur la vie de province. Alors, j'en étais à génie, donc. Génie avec possessif ? Alors, possessif, c'est juste, mais c'est incomplet. Alors voilà, déterminant possessif. Donc si vous avez écrit possessif tout court, vous avez un demi-point. Si vous avez écrit déterminant possessif ou adjectif possessif, vous avez un point. Alors, ensuite, Lucille. Voilà, là, c'était pas le plus difficile. Hein. Le voisinage de plusieurs jolies parisiennes si élégamment, si fraîchement mises, le article défini. Bon, là, soit vous avez indiqué cela et vous avez un point, soit vous avez 0 point. Ensuite, on a, donc, on va passer à, alors, j'ai du mal à lire, Roy. Alors, plusieurs dans plusieurs jolies parisiennes. Vous dites pronom indéfini. Voilà, hein, encore une fois, c'est un déterminant ou un adjectif indéfini. Le pronom, ce serait si vous aviez une construction du type les étudiants sont en retard, plusieurs ont raté le train, par exemple. Mais là, vous avez un nom qui suit plusieurs, donc c'est forcément indéterminant. Oui ?
Ben, je l'ai dit tout à l'heure, invariable, c'est pas une caractérisation grammaticale très intéressante. Hein. Alors, attendez, là... Oui, c'est vous. Comment on prononce votre prénom? Yang Yang. Ok. Alors, si fraîchement mise. Ouais. Ah oui, il y a si... Ah oui, il y a d'abord si élégamment. Pardon, j'avais oublié. Si élégamment, si fraîchement mise. Alors, si, adverbe. Ouais. Très bien. On ne peut pas dire grand-chose de plus pour l'instant. Là aussi, on ne va pas indiquer de fonction, hein, mais si ici est un adverbe. Vous voyez que, mais ça je ne vous le demandais pas, hein, donc vous avez un point si vous avez dit que si était adverbe et il n'y avait rien d'autre à dire. Vous voyez que cet adverbe, il modifie un autre adverbe. Hein. C'est élégamment, mais c'est une intensité sur élégamment. Oui? L'adverbe? Exclamatif, Non, non, non. Là, ici, il n'y a pas de typologie des adverbes à part adverbe de négation. Hein. On parle parfois d'adverbe de manière, mais c'est pas non plus là forcément très stabilisé dans la terminologie grammaticale. Alors ensuite, Dina, c'est un R. Ah, on prononce donc ira. Iran. D'accord. Alors, donc là, on en est à fraîchement. Oui, c'est un adverbe. Mais cette fois-ci, donc c'était ça la bonne réponse, hein. Cette fois-ci, c'est un adverbe qui va modifier, ici le participe passé, mise, hein, c'est plus un adverbe qui modifie un autre adverbe. Bon, on a bien si à nouveau qui modifie fraîchement, mais ici c'est tout simplement un adverbe. Alors, ensuite, c'est hymen. Donc c'est quoi qu'elle fût passablement ambitieuse. Alors, subordonnée, c'est juste, relative, non. Alors oui, c'est une subordonnée circonstancielle, mais vous savez bien qu'il y a plusieurs types de subordonnées circonstancielles. Alors, il y a bien une idée d'opposition, mais il y a quand même une dénomination plus précise pour ce type de subordonnée. Personne ne voit? Oui, concessive, très bien. Hein, subordonnée concessive, quoi qu'elle fût passablement ambitieuse. Alors, on le reverra en détail, mais la concession, pour bien comprendre, c'est lié à la cause. Hein, l'idée de concession, elle est liée à l'idée de cause. Mais, pour gloser, disons, aussi simplement que possible l'idée, c'est qu'on a une cause, mais on dit que cette cause ne fonctionne pas dans cette situation. On identifie une cause, mais on dit que cette cause n'est pas opérative. Donc, par exemple, ici, donc le voisinage de plusieurs jolies parisiennes, si élégamment, si fraîchement mises, lui fit remarquer la vieillerie de la toilette de Madame de Bargeton, quoiqu'elle fût passablement ambitieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la toilette de Madame de Bargeton est ambitieuse, donc elle est belle. Hein. Donc, normalement, la cause, enfin, la conséquence de cette propriété, que sa tenue soit, que sa toilette soit ambitieuse, c'est que on ne devrait pas remarquer la vieillerie de la toilette, puisqu'elle est... Mais ici, on identifie une cause et on dit qu'elle ne fonctionne pas. Donc, proposition subordonnée concessive. Donc j'en étais à hymen, donc Inès. Ouais.
Alors, la coiffure qui le séduisait. Donc, c'est un pronom, oui. Plus spécifiquement, quel type de pronom? Pronom personnel. Pronom personnel, ça c'est la nature du mot. Par opposition à pronom possessif, pronom démonstratif, etc. Et sa fonction, c'est la coiffure séduisait la personne qui est pronominalisée par le. Donc c'est COD de séduire. Donc c'est pas un pronom réfléchi, là. Comme dans un pronom réfléchi, c'est se. Il se lave. Bien. Donc là, il y avait 2 éléments de réponse et vous pouvez compter un demi-point par élément de réponse. Donc dire pronom personnel et ensuite donner la fonction complément d'objet direct. Alors, ensuite, pardon? Ouais, alors, là, Flore, c'est Flore, d'accord. C'est votre prénom, Flore. D'accord. Chaque femme et sujet, c'est une pronominale. Alors, c'est chaque tout seul qui est souligné. Hein? Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a une petite ambiguïté parce que, en effet, dans le document, j'ai indiqué chaque femme. Oui, alors que j'avais souligné seulement chaque. Donc ça, c'est une erreur de ma part. Bon, alors disons chaque femme. D'accord. Donc groupe nominal, oui. Hein? Donc, là, vous comptez juste à chaque fois. Hein. Donc, il y a 2 solutions. Soit vous avez analysé chaque tout seul, auquel cas, vous considérez que c'est un déterminant indéfini, hein, ou un adjectif indéfini. Et si vous avez analysé chaque femme, donc, les inventions par lesquelles se recommandait chaque femme, c'est quoi la fonction? Sujet, c'est ça. Chaque femme se recommandait. Donc le groupe nominal est sujet. Hein. Donc je répète, si vous avez analysé chaque seul, c'est un adjectif ou un déterminant indéfini. Si vous avez analysé chaque femme, il fallait dire groupe nominal de fonction sujet. Alors, ensuite, Patricia. Il n'y avait que... non. Il y a il déjà. Oui, mais sur votre feuille, c'est pas marqué. Ah oui. Bon. Non, mais pardon, hein, du coup j'ai raté. Donc alors, en province, d'accord. Très bien, exactement. C'est un groupe prépositionnel, introduit donc, ou un groupe nominal prépositionnel, mais peu importe, introduit par une préposition en, et puis l'ensemble en province est de fonction complément circonstanciel. Monsieur, mais moi je mis un verbe de lieu. Ben non. C'est une erreur. Oui. Alors, donc ensuite, on a le il de se dit-il. Non? Ici. Alors, oui. Donc, attendez, pardon, j'essaie de... Andrea. D'accord. Hein, là aussi, on a une situation de sujet inversé. Hein, se dit-il, c'est grammaticalement, c'est il se dit. Très bien. Donc, pronom personnel de fonction sujet. Alors ensuite, on a le que dans sans savoir que la journée avait été employée, etc. Alors, on va passer à oui, Claudia. Alors, attendez, oula, vous êtes là, vous, Claudia? Je m'y perds un peu, là. Ouais, d'accord, Claudia, ok.
Allez-y. Oui, le que ici, hein. C'est le que ici qu'il faut analyser. Une subordonnée? D'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Non, alors en effet, ça n'est pas un pronom relatif. C'est une conjonction de subordination que. Alors l'ensemble, que la journée avait été employée à préparer une transformation, tout cet ensemble-là est bien complément d'objet direct de savoir. Hein, c'est savoir quelque chose. Mais pour avoir un pronom relatif, il faut que vous ayez un antécédent. Et il faut aussi que le pronom relatif ait une fonction dans la phrase, dans la subordonnée. Donc, ici, on a bien une conjonction de subordination qui n'a pas de fonction, qui n'a pas d'antécédent. Donc, il n'y avait rien d'autre à dire que conjonction de subordination, dans ce cas-là. Alors, ensuite, une beauté conventionnelle. Donc, Alexandra. Alors, bon, adjectif, on est d'accord. Complément du nom, c'est pas le terme qui est utilisé dans ce type de fonction. Oui, épithète. Hein, adjectif, épithète. Ça n'est pas complètement faux de dire complément du nom, mais c'est faux dans la terminologie grammaticale usuelle, parce qu'on réserve le nom de fonction complément du nom pour les groupes prépositionnels complément du nom. Par exemple, si on avait une beauté de déesse, voilà. De déesse, là c'est un groupe prépositionnel complément du nom beauté. Mais l'adjectif, dans cette fonction, le nom de cette fonction est épithète. Mais là où ça n'est pas, là où il y a une intuition juste dans votre réponse, c'est qu'on ait affaire à un complément du nom ou à un adjectif épithète. Dans les deux cas, on a ce qu'on appelle des expansions nominales. Donc, c'est très proche. Hein. Alors, ensuite, transporter à Paris. Alors, c'était uniquement le A que j'avais souligné. Oui, c'était uniquement le A qu'il fallait analyser. Donc, Alexandro. Alors, là, la réponse demandée, ce que vous dites est juste, hein, c'est bien une préposition. Je ne demandais rien de plus là. Le A, c'était simplement préposition. Hein, encore une fois, ce petit test, il vise à vérifier si vous avez des connaissances grammaticales tout à fait élémentaires. Donc, je ne vous en demandais pas tellement plus. En revanche, si on veut aller plus loin que ce qui était demandé pour le test, et si on veut analyser à Paris, comment vous l'analysez? Donc, pas complément du nom. Ah. Alors, on verra que dans un cas comme celui-ci, bien sûr, je comprends pourquoi vous avez envie de dire qu'il s'agit d'un complément circonstanciel de lieu, parce que c'est l'indication d'un lieu. Mais cette analyse n'a pas de validité grammaticale, parce que ce n'est pas un complément circonstanciel, ça indique bien un lieu. Et pourquoi ça n'est pas un complément circonstanciel? Parce que les compléments circonstanciels, on peut toujours les effacer, les enlever. Et là, avec ce verbe-là, transporter, c'est impossible de l'enlever. Vous ne pouvez pas dire transporter une femme, etc. Le à Paris est obligatoire pour utiliser. Donc en réalité, mais ça on le reverra en cours d'une manière approfondie, c'est un complément d'objet indirect. Mais je ne peux pas là pour l'instant vous donner toutes les explications nécessaires. On reverra ça la semaine prochaine ou dans une autre semaine, à l'occasion d'un autre cours, je vais dire. Alors, à Paris. Alors, le royaume des aveugles. Donc, le royaume des aveugles. Alors, Alexandro. Donc là, c'est Ménard. Ah, c'est un H. Hénard.
D'accord. Ok. D'accord. Moi, je dis que c'est un préposition avec un article. Exactement. Hein. Le royaume des aveugles, ici, c'est ce qu'on appelle dans la tradition grammaticale scolaire un article défini contracté qui regroupe donc de plus les. Hein, le royaume de les aveugles. Donc, quelle que soit la formulation que vous avez donnée, si vous avez dit préposition plus article, ou préposition plus déterminant, ou article défini contracté, tout cela est juste. Et si vous avez donné une autre réponse que ces trois solutions, eh bien, c'est faux. Dans le royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Alors, il fallait analyser roi. Maria. Très bien. Attribut du sujet, il faut préciser, hein, parce qu'il y a deux sortes d'attributs. Attribut du sujet, attribut du COD. Donc, les borgnes sont rois. C'est un nom, ou un groupe nominal réduit au nom, attribut du sujet borgne. Oui ? Eh bien, j'ai dit que c'était soit la bonne réponse, si vous voulez, c'est article défini contracté, mais une autre réponse possible qui est juste, c'est de dire que c'est la préposition de plus l'article les qui sont fusionnés. Très bien, donc roi, attribut du sujet. La comparaison que Madame Bargeton avait faite la veille entre lui et Châtelet. Donc, Rebecca, oui. Un quoi? Un partitif? Que? Voilà. Bon, vous voyez, il va falloir mettre un peu d'ordre dans tout ça. Hein. Partitif, relatif, même combat. Non, pas tout à fait. Donc, c'est en effet un pronom relatif. Alors, vous voyez la différence entre le que de tout à l'heure, sans savoir que la journée avait été employée, etc. Et ici, la comparaison que Madame de Bargeton avait faite la veille. La différence, c'est que ce que, ici, il a un antécédent. Hein. Il a une fonction aussi. La phrase, la relative, si je la développe, ça signifie Madame de Bargeton avait fait la veille entre lui et Châtelet une comparaison. Et une comparaison est pronominalisée par que. Donc, ce que a pour antécédent comparaison et a pour fonction COD de faire. Là, hein. Elle avait fait une comparaison. D'accord ? Donc, il a un antécédent et donc une fonction. Alors que tout à l'heure, savoir que la journée avait été employée, il n'y a pas de fonction, pas d'antécédent. Hein. Vous le voyez bien parce que lorsque vous avez une subordonnée avec une conjonction de subordination, dans la mesure où le mot, au fond, n'a pas de fonction, n'a pas d'antécédent, etc., la phrase, elle tient debout toute seule. Vous pouvez dire « la journée avait été employée à préparer une transformation ». Et le « que », mais ça aussi on le reverra, il sert simplement à insérer cette phrase dans la phrase matrice qui est la principale. Alors qu'ici, que Madame Bargeton avait faite la veille entre lui et Châtelet, la phrase « Madame de Bargeton avait faite la veille entre lui et Châtelet » ne fonctionne pas. On voit bien qu'il manque quelque chose. Et c'est ça le rôle du relatif. Alors, la dernière occurrence, c'était « se permettait d'étranges réflexions ». Donc, j'en étais à Noémie. Noémie ? Oui ? Le « D ». Non. Préposition non. Là, c'est un peu un petit piège. Hein. Pas partitif, mais article, c'est juste. Non. Alors, la bonne réponse,
qu'est-ce que vous pourriez mettre à la... Imaginez qu'on ait l'adjectif étrange qui soit postposé à réflexion, qu'au lieu d'avoir étrange réflexion, on ait réflexion étrange. Ça... Exactement. Voilà. Si vous inversez, si vous placez l'adjectif étrange après réflexion, ben la phrase deviendra « permettrait des réflexions étranges ». Pourquoi? Ben, ça montre que ce « de », c'est en fait un article indéfini pluriel. Et en fait, c'est une forme particulière de l'article indéfini pluriel lorsque l'adjectif est placé avant le nom et qu'il commence par une voyelle. Non, pas forcément par une voyelle. Ça, la voyelle, c'est parce qu'il y a des apostrophes. Mais, par exemple, vous allez dire des fleurs magnifiques, mais de belles fleurs. Donc, ce de ou des apostrophes ici, effectivement, qu'on a à cause de la voyelle, mais ça, c'est un détail. Ce de, c'est une forme spéciale de l'article indéfini pluriel des lorsque on a un adjectif antéposé. Non, mais bon, voilà. Alors, vous pouvez maintenant faire le total de vos points. C'est pas possible. Ah bah quand même. 10. Alors, qui est-ce qui a moins que 10? Oui, quand même. Bon, tant mieux. Non, mais je veux dire, tant mieux, ça veut dire que vous allez apprendre des choses. Bon, alors, ce qu'on va faire, je vais récupérer vos... Mettez bien la note sur... voilà. La note complète de votre... telle que vous l'évaluez. Encore une fois, je ne vais pas du tout compter ces notes. Je vais vous dire, quand vous m'aurez rendu les copies, je vais vous dire à quoi je vais m'en servir. C'est bon? Merci. Donc oui, vous n'avez pas eu le temps de la faire. Ah ben, vous n'avez pas mis... vous avez obtenu 10? Ah ben aussi, vous l'avez mis. D'accord, je n'avais pas vu. Non, mais très bien, pas de problème. Alors, c'est bon? C'est là? D'accord, je vais le mettre en plus gros. Merci. 10, très bien. D'accord. Merci. Alors, attendez, où est-ce que vous l'avez écrit, vous? Ah, oui, d'accord. Non, mais je vais le mettre moi en plus gros pour me repérer. Merci. D'accord. Merci. Vous l'avez mis là. Ok. Alors. Ok. Très bien. C'est un 7? Oui. Très bien. Ok. Je vais le mettre en plus gros, ça. Si, pardon, excusez-moi. Les ennemis, c'est bon. Merci. 12 et demi. Ok. Merci. Ok, c'est bon tout le... Ah non, vous m'avez pas rendu. Vous avez écrit... Ah, en haut, là, d'accord. Donc, fini, je vais le mettre en plus gros. Et là, 5 et demi. Très bien. Ah, ok. Vous l'avez écrit où, vous? Là. Très bien. Bon, bah écoutez, juste en jetant un rapide coup d'œil, je vois que c'est quand même très variable vos niveaux. Ça va de 17,5 à 3. Bon, donc voilà, c'est comme ça, mais ça dépend de vos parcours. Alors, ce qu'on va faire, en fait, à la fin de l'année, lors de la dernière séance, je vais vous redonner exactement le même test. Et puis, on verra si vous avez progressé. Je vous redonnerai vos copies, je vais les garder précieusement, et puis on verra
si vous avez progressé. Normalement, oui, hein, tout le monde progresse. Bon. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Ah bon, bah alors je vois qu'il est déjà 56, donc c'est trop tard. Alors qui parmi vous fait partie du groupe d'étudiants de Madrid? D'accord, donc vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Donc on se retrouve à midi à la bibliothèque de l'UFR, hein, c'est ça? Très bien. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, j'étais absent la semaine dernière, précisément parce que j'étais en mission à Madrid pour l'ouverture du master, enfin l'inauguration de cette année pour le master. Donc, bienvenue à tous pour ce cours. Et puis la semaine prochaine, on fera là un cours plus, disons, où je vais reprendre ce qu'on a vu, ce qu'on a commencé de voir aujourd'hui sur l'enseignement de la grammaire, et puis après on attaquera vraiment l'analyse des différentes structures grammaticales. Oui. Alors pour l'évaluation des cours, il y aura un examen à la fin de l'année. Si vous voulez, je vous montrerai la semaine prochaine, je ferai une photocopie de l'examen de l'année dernière, comme ça vous verrez. Ah, c'est en décembre. On le fait pendant le dernier cours. Donc ce sera en décembre, juste avant les vacances. Et donc ça sera, ça sera toujours le même principe pour l'évaluation? Ah non, non. Non, ça c'est juste pour nous, pour que vous vérifiez vous-même que vous avez progressé. Mais vous aurez des questions quand même plus difficiles à partir d'un texte, des analyses à faire. Mais voilà, ce sera dans l'esprit, ce sera la même chose. Il y aura un texte et des choses à analyser. Hein, ce sera ça. Voilà, merci de votre attention. Et donc à la semaine prochaine pour tous et à tout à l'heure pour les étudiants de la Complutense.